Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Éco-Débat, votre rendez-vous avec l'économie sur Médien TV. Cette semaine, nous allons regarder de plus près le secteur du commerce extérieur. Nos échanges commerciaux se portent-ils bien? Comment les rendre plus pérennes et effectifs? Élément de réponse ce soir, mais avant, l'édito. CEDEAO, accord de libre-échange, ou tout récemment l'adhésion du Maroc à la zone de libre-échange continentale. Le Maroc, depuis son adhésion à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, le GATT, en 1987 et à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, en 1995, a parcouru bien du chemin dans son ouverture libérale sur le monde. Ainsi, et en 22 ans seulement, le Royaume aura scellé des accords de libre-échange avec 56 pays, la Suisse, la Norvège, la Turquie, les États-Unis, les Émirats arabes unis, sans oublier l'orientation d'ouverture africaine du Royaume. Mais au fond, beaucoup d'opérateurs marocains se disent exclus de ces accords de libre-échange. Mais connaissent-ils réellement la portée de ces partenariats? Sont-ils suffisamment informés? Et puis autre chose, l'offre marocaine est-elle compétitive sur le plan export? La compétitivité, justement, parmi d'autres défis à relever, ont été remarquablement soulignés dans le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI adressé le 22 mars dernier aux participants du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la zone de libre-échange continentale, désormais célèbre ZELEC, à Kigali, au Rwanda. Et je cite une partie du discours du souverain. De par donc la propre expérience du Royaume, le Maroc sait pertinemment que l'ouverture économique et l'établissement de zones de libre-échange avec des partenaires du Nord comme du Sud suscitent souvent des inquiétudes légitimes et induisent certains défis qu'il importe de relever à la faveur de mécanismes appropriés. Il est indéniable qu'une fois ces inquiétudes et ces défis dûment pris en charge, les vertus de l'ouverture économique s'avèrent tangibles et plus-value bénéfique au développement de l'économie nationale et à l'émergence de nouvelles filières. Avant de continuer, toujours donc, je cite le discours du souverain, aller à l'encontre de cette dynamique à l'échelle continentale reviendrait à retarder l'Afrique, sa compétitivité et son développement. Fin de citation. Aujourd'hui, bilan sur le commerce extérieur marocain en compagnie, tout d'abord, de mon invité sur le plateau, Abdelatif Mazouz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de finance à l'université Hassan II, ministre du commerce extérieur dans le gouvernement El Fassi de 2007 à 2012. Bienvenue sur le plateau d'Éco-Débat. Merci beaucoup. Et puis, par satellite, depuis le siège de l'association marocaine des exportateurs, Hassan Sintissi, le président de la SMEX. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, tout d'abord, messieurs, merci pour l'invitation. Bienvenue encore une fois. On va commencer, comme le veut la tradition d'Éco-Débat, par planter le décor, naturellement, en chiffres. Et là, je voudrais tout d'abord rappeler les derniers chiffres de l'Office d'échange sur la balance commerciale marocaine. Donc, à fin février, notre balance commerciale s'est creusée, en tout cas, son déficit s'est creusé de 19%, atteignant 32 milliards de dirhams. Le taux de couverture des importations par les exportations a atteint 57% contre 59% à 59,5% l'an dernier. Donc, il y a certainement creusement du déficit commercial. La première question, je m'adresse à Abdelatif Mazouz. Pourquoi un creusement de déficit, sachant que les nouveaux métiers, comme on les appelle aujourd'hui, à savoir l'automobile et l'aéronautique, se portent plutôt bien, notamment à l'export? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation et je vous félicite pour tout ce que vous anticipez comme sujet par rapport à l'actualité et la pertinence de vos débats. Merci de votre reconnaissance. Je voudrais personnellement me pencher beaucoup plus sur la situation, on va dire à fin décembre 2017, parce que déjà la situation fin décembre 2017 n'est pas définitive, c'est des chiffres annuel qu'on peut comparer à une année, parce que 2 mois de chiffres, c'est souvent ça change très vite. Hein, donc il suffit qu'il y ait une opération ou deux de louper et que les chiffres peuvent changer. Et donc il est très important aussi de lire les chiffres de la balance commerciale dans sa dimension élargie.
Quand je dis élargi, c'est-à-dire qu'il prend en charge à la fois les biens et les services. Il est difficile dans un pays comme le nôtre d'ignorer un pan entier de nos échanges commerciaux, surtout que nous avons opté pour le développement des services comme stratégie, que ce soit les services tourisme ou l'offshoring ou des services financiers et autres. Donc, la balance commerciale, pour qu'on ne s'autoflagelle pas, il faudrait la lire dans sa dimension à la fois biens et services. Et quand on lit notre balance commerciale en biens et services à fin 2017, comparé à fin 2016, le déficit élargi a progressé de 0,6%. Donc, il a presque stagné. Et on se retrouve à un taux de couverture des importations biens et services par les exportations biens et services de l'ordre de 78%. J'aimerais me tourner vers Hassan Sintisi, président de la SMEX à présent. Et donc, d'abord, peut-être une réaction sur les derniers chiffres ou les dernières données de l'Office d'échange Sintisi, mais aussi une autre question, celle de est-ce qu'aujourd'hui on a une offre exportable assez compétitive pour justement peut-être apaiser ce déficit commercial? Voyez-vous, nous avons toutes les potentialités. Malheureusement, disons que cette offre n'est pas bien structurée quelque part. Et puis on ne sait pas, malheureusement, encore une fois, on ne sait pas ce que nous pouvons offrir pour l'export. Alors c'est pour cela que la SMEX, tout récemment, a attribué l'étude de l'offre exportable à 2 cabinets ici à Casablanca. Je dirais que c'est une première parce que depuis l'indépendance, aucun gouvernement n'a été capable de savoir ce que nous pouvons exporter. À la fin de cette année, à la fin de l'étude, de cette étude, je pense qu'on sera à ce moment à même de dire bon, il faudra activer le tir dans tel secteur ou dans l'autre. Alors, je vous interromps, M. Sintisi. Quand vous dites qu'il faudrait penser à peut-être réorienter nos exportations et l'offre exportable aujourd'hui, quels sont les secteurs les plus exportables dans notre économie, avec déjà ce dont on dispose actuellement? Bon, écoutez, depuis 2 ou 3 années, nous avons commencé à exporter un maximum de voitures, de l'aéronautique. Le secteur de la pêche joue un rôle très important aussi. Ce n'est pas parce que je suis issu de ce secteur que j'en parle, mais c'est une réalité. L'agroalimentaire, quelque part, c'est-à-dire nous sommes sur la bonne voie. Disons que le Maroc est en marche pour l'exportation. Alors, le Maroc est en marche pour l'exportation. Je voudrais, parce que vous avez soulevé une question assez intéressante, puisque nous avons un ancien ministre avec nous, et vous avez dit, Hassan Sintisi, que beaucoup de gouvernements, si ce n'est tous, si ma mémoire ne me fait pas défaut, n'ont pas su diversifier, ou en tout cas définir une bonne offre exportable. Réaction de Abdelatif Mazouz, ancien ministre du Commerce extérieur. C'est très difficile de réagir quand on n'est pas dans les affaires par rapport à des questions très politiques, mais j'aimerais quand même préciser, on va dire le top 5 des secteurs exportateurs. À part les services, il y a l'automobile qui est aujourd'hui le premier exportateur en valeur absolue. Donc, c'est-à-dire chiffre d'affaires à l'export. À l'export, voilà. Suivi de toute la filière agricole et agroalimentaire, y compris la pêche, suivi Donc nous avons des phosphates. Exact, les phosphates. Et suivi du textile et cuir. Donc si on doit classer les top 5, donc c'est auquel on peut ajouter en 6e position tout ce qui est lié à l'aéronautique et à l'électronique. Donc ceci dit, en 2008, on avait, dans une large concertation avec le secteur privé, établi une stratégie de développement des exportations
à laquelle ont participé les opérateurs privés, le secteur public, y compris les ministères qui constituent l'offre. Parce que le ministère du Commerce extérieur, à ce moment-là, était un ministère transversal qui ne dépendait pas d'un ministère comme aujourd'hui qui constitue l'offre. Et donc, on a fait un travail transversal. Ce travail transversal nous a conduit à élaborer une stratégie sur 10 ans, qu'on avait appelée Maroc Export Plus. C'est-à-dire, c'est comment faire en sorte que le Maroc développe davantage ou accélère la croissance de ses exportations. Et on avait fixé des objectifs en termes d'évolution des exportations, en termes d'entreprises exportatrices, en termes de PIB, de croissance du PIB lié à l'export, et en termes d'emplois générés par les secteurs exportateurs. Donc, et on avait élaboré un tableau de bord de suivi de ces indicateurs dans le temps. Si vous permettez, en 2 minutes ou en 1 minute, je vais vous dire juste comment les choses ont évolué depuis. Donc, vous donner au moins 2 indicateurs qui ont été définis comme indicateurs de performance de cette stratégie 2008-2018 sur 10 ans. Donc, juste pour expliquer, 2008-2018, mais on l'a pas. Enfin, il y a eu une nouvelle stratégie qui a été lancée depuis. Enfin, entre-temps, avant la fin de cette stratégie de 10 ans. On va dire des améliorations, des ajustements. Chaque responsable a introduit quelques ajustements par rapport à sa stratégie, mais la trame de fond est restée la même pratiquement jusqu'à fin 2017. Et donc, on avait à ce moment-là pris les exportations totales, produits et services, à l'exclusion de 2 secteurs pour lesquels il y avait une stratégie déjà établie, que sont les phosphates, qui sont dirigés et gérés par leur propre stratégie, et le tourisme. Donc tout le reste était inclus. À ce moment-là, on exportait 114 milliards de dirhams en 2008. Et on avait fixé de doubler à l'échéance 2015, c'est-à-dire passer à 229 milliards. En 2015, on est arrivé à 251 milliards. Mais on va le rajouter en chiffre d'affaires. Parce qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier que les cours mondiaux des phosphates ont évolué depuis. Malheureusement, ont baissé. Beaucoup de choses ont évolué depuis, mais dans les prévisions, on tient compte aussi de l'évolution de ces choses-là. D'accord, très bien. Et donc, on avait prévu que ce chiffre à l'export atteigne 340 milliards de dirhams en 2018. On est en 2017 à 294 et je pense, si les choses évoluent comme ça, cet objectif serait atteint en 2018. Donc, et pour atteindre ces objectifs, il y a eu un ensemble d'éléments qui ont été mis en place. Et cette stratégie elle-même est partie de la définition de l'offre exportable qui a été arrêtée, par l'agriculture et la pêche, donc il y avait Maroc Vert et Aliotis, et 2, par l'industrie, donc il y avait le plan émergence, le plan d'émergence industrielle qui a été remplacé par le plan d'accélération industrielle. Donc l'offre, telle que le Maroc la conçoit, c'est celle qui figure dans les stratégies sectorielles. C'est ça l'offre du Maroc. Donc c'est une offre qui, on va dire, elle est basée sur 2 piliers principaux, ce qu'on peut appeler aujourd'hui les nouveaux métiers mondiaux du Maroc, automobile, aéronautique, offshoring et donc électronique. Et deuxièmement, ce que moi j'appelle les anciens métiers mondiaux du Maroc. Le Maroc a des anciens métiers historiques qui sont mondiaux, que sont l'agriculture et l'agroalimentaire, le textile et le tourisme. Donc ce sont des métiers mondiaux qu'il faut conduire en parallèle, qu'il faut renforcer, encourager en parallèle, et auxquels, bien sûr, il faut augmenter de la valeur ajoutée et auxquels il faut ajouter d'autres secteurs. Donc il ne faut pas perdre de vue ces deux piliers de la dimension
offre mondiale du Maroc. En parlant justement de positionnement du Maroc, je me tourne encore une fois vers Hassan Sentisi par rapport aux stratégies de promotion et d'accompagnement de l'offre exportable. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'association des exportateurs, association marocaine des exportateurs, les jugez d'abord, est-ce qu'elles sont finalement, elles ont eu de bons résultats? On a vu défiler plusieurs opérations, d'abord de séduction pour les exportateurs, mais aussi vers des marchés. Alors, est-ce que nous restons sur des marchés classiques? Est-ce que nous diversifions aussi les marchés de nos exportations? Selon vous, en tant que professionnel, quelle évaluation faites-vous? En fait, voyez-vous, l'offre exportable est vraiment, je dirais, très, très minime, pour ne pas employer d'autres termes. Voyez-vous, ce n'est pas avec 100 ou 200 bénéficiaires, n'est-ce pas, des produits à l'export que nous allons atteindre les chiffres que nous escomptons, voyez-vous. C'est-à-dire, la première année, il y a eu pour 140 ou 150 entreprises. Ce n'est pas avec 150 entreprises que le développement à l'export ou la promotion à l'export se fera. À mon avis, il faudra oublier cette stratégie qui n'a pas donné de résultats probants, n'est-ce pas, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus efficace et donner à ce moment-là, ne plus donner d'avance comme il a été décidé, d'avance, mais beaucoup plus. Tous les exportateurs méritants doivent bénéficier de ces offres. Comprenez? À mon avis, monsieur le ministre ne démentira pas ce que je viens de dire. Ce n'est pas avec 100 ou 200 ou 300 ou 400. Il y a aujourd'hui 400 entreprises exportatrices. Monsieur Sentisi, aujourd'hui, on a 400 entreprises. Combien la SMEX aujourd'hui accueille-t-elle? L'association justement, juste pour avoir un chiffre déjà, parce que vous parlez de 100, 200. 80% elle a 80% des exportateurs, voyez-vous, qui sont membres. C'est parce qu'on n'est pas installé sur tout le territoire. Bientôt, on le sera. Voyez-vous, on a fait une étude pour nous installer dans les provinces. Et à ce moment-là, tout le monde viendra, n'est-ce pas, vers la SMEX. Je ferai naturellement réagir Abdelatif Mazouz sur ce qui vient d'être dit. Et puis, on reparlera aussi des stratégies d'accompagnement, n'est-ce pas? Si vous permettez, moi, quand j'annonce un chiffre, je me tiens au chiffre officiel des organismes chargés de collecter ces chiffres. Et donc, je me réfère aux chiffres de l'Office d'échange ou du ministère de l'Industrie, du Commerce, des Investissements. Donc, le nombre d'entreprises exportatrices ou d'exportateurs, toute taille confondue, a atteint en 2015 à peu près 6200, en fait 6210 ou 6215. Sauf que, donc ça c'est le chiffre global, sur ce chiffre, il n'y a que 10%, c'est-à-dire à peu près 600, qui font un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions de dirhams à l'export. Exactement. Donc, ce qu'on peut considérer comme des exportateurs assez significatifs. Et moins de 5% qui font plus de 500 millions de dirhams de chiffre à l'export. Donc le nombre tourne autour de 6 000, mais ça ne veut pas dire que c'est suffisant. C'est un nombre très insuffisant. Et notamment pour les PME, Monsieur Mazouz. Il est essentiellement combien de constitué PME de PME exportent aujourd'hui? 1% des PME marocaines arrivent à exporter quand même. Selon les chiffres, encore une fois, je me réfère aux chiffres du ministère de tutelle, du ministère de l'Industrie et du Commerce. C'est possible. Moi, je vous dis, c'est sur les 6 000 et quelques, il y a à peu près 5 800 qui sont PME, puisqu'ils font moins de 50 millions de dirhams à l'export. Qu'est-ce que ça représente de la population? Donc, ça rejoint ce que vous avez dit. Donc, ça rejoint 10% finalement qui font vraiment un bon chiffre à l'export. Aujourd'hui, et je suis d'accord avec Hassan Sentisi, sur l'insuffisance de l'effectif d'athlètes à l'export. Donc, on n'a pas beaucoup d'entreprises, suffisamment d'entreprises régulièrement exportatrices, et exportatrices de manière professionnelle. Les instruments qui ont été mis en place, en tout cas, on avait,
je me rappelle en 2010, lancé un programme qu'on a appelé le contrat croissance à l'export, qui consistait à donner, pas des subventions comme ça, mais porter une bonne partie des dépenses de promotion des exportations des entreprises qui ont un plan, qui ont une vision sur leur croissance à l'export. Donc, je pense que c'est de ce nombre-là que parle Si Hassan en disant qu'il y a une centaine ou un peu plus. C'est-à-dire que c'est ces entreprises qui sont accompagnées. Qui ont bénéficié de ce genre, de ce programme. Donc, je n'ai pas suivi honnêtement le chiffre depuis que je ne suis plus aux affaires. Et donc, ça reste insuffisant. L'instrument qui a été mis en place était intéressant. Il a été négocié et discuté avec les opérateurs. Maintenant, comme beaucoup d'autres instruments, le déploiement pose souvent des problèmes pour des questions de procédure, parce qu'il s'agit de deniers publics et souvent on met en place des procédures qui deviennent souvent le premier obstacle à l'utilisation de ces instruments. Puisque vous parlez de procédure, le Conseil de gouvernement, juste pour rappeler, a approuvé en février dernier un projet de décret portant sur la création de la Commission nationale de coordination pour la simplification des procédures du commerce extérieur. Hassan Sentissi, donc vous êtes naturellement, certainement au courant de cette nouvelle loi. Donc, est-ce que ce texte est-il suffisant pour vous aider, vous, puisque vous représentez les exportateurs, pour vous aider à exporter mieux peut-être et même, pour les plus optimistes, plus? Voyez-vous, comme je l'ai dit avant, le problème n'est pas la création de cette entité. Non, c'est pas ça. L'efficacité devrait venir, n'est-ce pas, par je dirais, suivre les exportateurs. Vous savez que sur les 6 000 et quelques exportateurs, il y a les 4/5 qui meurent, voyez-vous, après 1 an. Vous les retrouvez plus, voyez-vous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de suivi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'aide à proprement dit. C'est pour ça que quelque part, on souhaiterait que cette stratégie, le mode de stratégie, soit changé. Comment? Ne plus avancer de l'argent, n'est-ce pas, la première année ou la deuxième année et finaliser en fin de parcours la troisième. Mais beaucoup plus sur maintenant que c'est devenu digital, voyez-vous, le bilan, au vu du bilan proposé, voyez-vous, remis au fisc, n'est-ce pas, eh bien, on va constater une augmentation des exportations et à ce moment-là, on appellera l'exportateur pour l'aider éventuellement. Donc, il ne faudra plus que ce soit ni 100, ni 200, ni 1000, ni 10 000, mais tous les exportateurs marocains, aussi petits soient-ils. Alors, c'est pour cela que, quelque part, cette stratégie n'a pas, à mon sens, n'a pas donné un résultat probant, le résultat qu'on escomptait. Mais disons qu'on avance. Comme je disais tantôt, le Maroc est en marche. Eh bien, j'espère que dans la loi de finances de l'année prochaine, eh bien, on rectifiera le tir et on fera ce que, quelque part, nous réclamons depuis quelques années. Et bon, le fait de changement de plusieurs réformes pour chaque loi de finances, certains observateurs estiment que malheureusement, on donne moins de visibilité finalement aux opérateurs à force de changer tout le temps des réformes. Là n'est pas le débat d'aujourd'hui. Nous allons entrer dans le vif du débat, à savoir les accords de libre-échange, l'adhésion du Maroc à la zone de libre-échange continentale, les impacts, mais aussi les défis à surmonter pour que ce soit bénéfique finalement pour notre tissu entrepreneurial et de manière générale pour notre croissance économique. Je vous propose de poursuivre la discussion juste après cette courte pause de publicité. Nous reviendrons au débat juste après. Merci de rester avec nous. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez Éco-Débat que nous consacrons ce soir au commerce extérieur. Plus particulièrement, en deuxième partie d'émission, nous allons faire un focus sur les accords de libre-échange et également sur l'adhésion du Maroc tout récemment à cette zone de libre-échange continentale. Alors, accord de libre-échange, juste pour rappel, que le Maroc a signé plus de 56 accords,
des accords avec 56 pays, parce qu'il y a différence, n'est-ce pas, professeur Mazouz. Tout d'abord, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que, de manière globale, après on ira dans le détail, ceci est positif d'avoir signé autant d'accords de libre-échange? Est-ce que sur le terrain, c'est positif? Écoutez, lorsque le Maroc a fait ses choix économiques, et vous l'avez dit en guise d'introduction, depuis son adhésion au GATT, puis quand il a accueilli l'OMC, il a vu la naissance de l'OMC à Marrakech, c'est une option libérale que le pays a choisi de prendre. Et cette option libérale a ses avantages, mais elle a aussi ses coûts. Sauf que lorsque on choisit l'option libérale, il faut la choisir tout en disant, comme même les grandes puissances économiques, mon pays d'abord, Maroc first. Donc, comme le dirait un nouveau protectionniste qu'est Donald Trump, America first. Voilà, mais honnêtement, sans tomber dans le protectionnisme. Très bien. Parce que c'est ça les excès qu'il faut éviter. Lorsqu'on signe un accord de libre-échange, si je suis une entreprise au Maroc qui a toujours travaillé sur le marché local, pour moi, c'est une menace. Parce que j'ouvre mon marché. Aujourd'hui, les 35 millions de consommateurs marocains, je vais les partager avec 56 pays. C'est cela. Lorsque je suis une entreprise guerrière, une entreprise qui veut conquérir des marchés, je le vois comme une opportunité. J'ai accès à 1,4 milliard de nouveaux consommateurs, donc qui se trouvent dans des pays très riches ou des pays un peu moins riches. Donc c'est une opportunité. Maintenant, ceux qui signent avec nous le signent parce qu'ils ont aussi intérêt à signer. Et donc cet intérêt se joue sur la création de valeur. Je veux créer de la valeur chez moi et donc créer des emplois pour mes citoyens, mes concitoyens. Je raisonne comme ça, les Européens raisonnent comme ça, les Américains la même chose, etc., etc. Donc, il faut jouer sur ces choses-là. Il faut défendre ses intérêts, bien sûr. On ne le fait pas assez. On ne l'a pas fait assez en négociant quelques accords de libre-échange, Abdelatif Mazouz. Honnêtement, c'est presque, j'allais dire que ce n'est même pas une question de négociation. Parce que les négociations ont défini un ensemble d'avantages pour le Maroc qui peut-être étaient insuffisants et peut-être n'ont pas été suffisamment exploités au début. Parce que lorsqu'on a signé les accords, on nous a donné 10 années pour nous préparer donc, sur les principaux produits que nous produisons. Maintenant, c'est les instruments de déploiement de ces accords. Chez nous d'abord et chez nos partenaires ensuite. Chez nous, c'est-à-dire, il faut qu'on mette en place des normes qui nous protègent de manière légale vis-à-vis de toute importation illégale. Deux, qu'il faut déployer les outils de défense commerciale lorsque quelqu'un nous agresse commercialement de manière illégale. Juste un exemple, Abdelatif Mazouz, si on prend quelqu'un qui nous agresse, entre guillemets, commercialement. Un exemple aujourd'hui de produits qui sont sur le marché marocain. On a eu des cas de la céramique, on a eu des cas de papier. De papier. On a eu le cas de Maghreb Steel. On a eu le cas du textile aujourd'hui, donc, notamment la confection. Donc, ce sont des exportations qui nous agressent de manière illégale. Pourquoi ? Parce que, justement, elles sont subventionnées de manière massive. Ou bien, il y a du dumping qui se fait et qui met en porte-à-faux l'entreprise marocaine qui, elle, ne bénéficie pas de ces choses. Donc ça, c'est déjà me défendre à l'intérieur. Ensuite, chez le partenaire, il faut que j'ai les instruments qui accompagnent, cette fois-ci, pas pour aller faire de la promotion, mais pour aller faire de la prévention. Par rapport à nos exportations, lorsque vous exportez un produit dans un pays, que ce pays, au moment où vous exportez, il va déployer un mécanisme qui constitue un obstacle à vos exportations. Il faut savoir taper sur la table.
et discuter. Il faut que ça a notre été fait diplomatie récemment économique- par rapport voilà. à la Turquie. Donc, il ne faut pas que ce soit l'exception. Il faut qu'on soit régulièrement présent sur nos marchés cibles, sur les marchés avec lesquels nous sommes en libre-échange, pour défendre nos entreprises, notamment les PME, à entrer dans ces marchés selon les règles qui ont été signées et acceptées dans nos accords. Et c'est ça la grande problématique. Je me tourne vers Hassan Sentissi, président de l'ASMEX, l'Association marocaine des exportateurs. Monsieur Sentissi, plusieurs observateurs, mais aussi le ministre de tutelle, notent la non-exploitation totale des avantages accordés par ces accords de libre-échange, notamment ceux avec les États-Unis, mais aussi avec la Turquie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui freine les professionnels pour tirer plein profit de ces conventions ? Écoutez, j'ajouterai une petite chose, c'est que, voyez-vous, sur les 56 accords de libre-échange, seul un accord est favorable au Maroc. Les 55, vraiment, ils sont défavorables. On importe beaucoup plus de ces pays qu'on en exporte. C'est un peu malheureux. C'est pour ça que, quelque part, il fallait rectifier le tir au fur et à mesure de l'avancement dans les années. Bon. Maintenant, le problème est clair. Il y a aussi ce que ces accords ont été signés, je ne dirais pas l'absence, mais avec quelques opérateurs marocains. La totalité, enfin, je ne dirais pas la totalité, mais les gens ne sont pas au courant. Donc, il fallait vulgariser, il fallait aviser, il fallait dire aux gens, voici ce qu'il faut faire, et ainsi de suite. Malheureusement, ceci n'a pas été fait. Oui, et mais c'est le rôle que joue au lieu de parler du passé, l'ASMEX, en attirant l'attention. Au lieu de parler du passé, il est passé plus de 10 ans, par exemple, je parle par exemple de l'accord de libre-échange avec les États-Unis, mais aussi la Turquie. Si vous le permettez, je vais juste revenir à mes chiffres, ou justement aux chiffres vous avez parlé de balance commerciale qui n'est pas favorable au Maroc. Je parle par exemple pour la Turquie, pour ne donner que cet exemple, eh bien, les exportations marocaines vers la Turquie ont atteint 7,5 milliards de dirhams en 2016. Les importations, 18. C'est quasiment le double, si ce n'est plus que le double. Donc oui, certainement, il y a cela. Mais vous, en tant que professionnel, ce que vous dites, c'est que est-ce qu'on ne vous a pas, vous n'êtes pas assez impliqué dans la prise de décision ou peut-être il faudrait, comme vient de l'évoquer Abdelatif Mazouz, taper du poing sur la table. Ben écoutez, on n'a pas cessé de taper les poings sur la table, mais voyez-vous, peut-être on n'a pas tapé assez fort. Mais croyez-moi qu'avec l'étude qui est en train de se faire, n'est-ce pas, pour l'offre exportable, on va réviser notre attitude et savoir comment travailler avec ces pays-là. Voyez-vous, il n'y a pas de raison que nous importions d'un pays que je ne vais pas citer, 18 milliards et n'exporter que 7 milliards, alors que vraiment ils ont besoin. Je viens de le citer, c'est la Turquie. Moi, je dis encore une fois par ailleurs, c'est que. Bah, écoutez, ça n'engage que vous. Alors, ça n'engage que les chiffres qui sont visibles sur le site de l'Office d'échange. Ce sont les chiffres. Oui. D'accord. Ce que je voulais vous dire, c'est que quelque part, le Marocain n'est pas encore discipliné. Il va falloir qu'il sache une fois pour toutes que importer comme ça, à la Baballah, c'est pas normal. Il y a des choses qui sont fabriquées au Maroc. Vous voyez, il y a pas mal de pays africains qui font attention. Lorsque, par exemple, un produit est fabriqué dans le pays et lorsqu'il est importé par un autochtone, voyez-vous, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il le laisse aller au port jusqu'à ce que le vendeur réclame le retour de la marchandise. Eh bien, écoutez, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Il est vrai que nous sommes tenus par les accords du GATT et ainsi de suite, mais il faudra aussi discipliner les gens pour qu'on n'importe plus n'importe quoi. Et puis, il y a aussi des choses qu'on peut ne pas importer parce que nous pouvons éventuellement les transformer ici au Maroc. Ça fait mal au cœur de voir des choses en import.
Oui, c'est intéressant parce que je voudrais juste revenir à cette analyse assez pertinente d'un prix Nobel d'économie, Paul Krugman. Et là, donc, ce n'est pas le cas. Enfin, beaucoup de gens pensent que le commerce international est bon pour tout le monde. Et l'analyse économique la plus conventionnelle suggère qu'au moins une section à l'intérieur d'un pays, parfois même une large section, soit perdant du libre-échange. Donc aujourd'hui, c'est une règle économique. Je parle à l'économiste et au professeur de finance. Mais aujourd'hui, nous nous apprêtons à nous ouvrir encore plus. Il y a cette adhésion à cette zone de libre-échange. Et vous avez même dit qu'il faudra d'abord, maintenant, revoir quelques accords de libre-échange. Vous êtes dans une de vos sorties médiatiques, Abdelatif Menzous. L'idée, c'est, bien sûr, nous avons maintenant plus de 15 ans d'expérience en matière de déploiement des accords de libre-échange. Il y a eu quelques évaluations qui ont été faites par le ministère des Finances, par le Conseil économique, social et environnemental. Et donc, des leçons doivent être tirées et je dirais des discussions doivent être conduites avec les partenaires dans ces accords pour essayer d'ajuster un ensemble d'éléments liés à l'application de ces accords. Et j'insiste essentiellement sur le respect des termes de l'accord. Parce que le Maroc est un élève très discipliné. Nous sommes très loyalistes. Nous respectons nos engagements à la lettre. Ce n'est pas toujours le cas dans plusieurs pays. On a trouvé des origines de produits qui ont été trafiqués par des exportateurs de pays partenaires. On a vu des pays partenaires qui ont bloqué nos exportations par des artifices réglementaires de dernière minute. En effet. Donc, si on arrive à mettre fin à ces choses-là, si on arrive à mettre fin aux subventions débordantes, non seulement sur la production, mais sur la distribution de certains produits. Je pense que l'entreprise marocaine va se battre à armes égales. Aujourd'hui, l'entreprise marocaine, notamment la PME marocaine, se bat avec des armes inégales. Et c'est très compliqué. Donc, j'espère que les négociateurs des accords suivants vont prendre en considération ces éléments pour bien verrouiller les accords, parce que c'est très, très important. Mais encore une fois, je reviens sur cette adhésion à la zone de libre-échange continentale. Bien sûr, il y a des règles, elle a été préparée en amont. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, les opérateurs marocains sont-ils suffisamment informés sur l'impact, mais aussi sur les perspectives d'une telle adhésion dans un marché aussi grand que celui qu'est aujourd'hui l'Afrique? Je voudrais rappeler qu'il s'agit quand même encore une fois d'un nouveau marché d'1 milliard et quelques de consommateurs. Donc c'est très important. Maintenant, c'est aussi un marché de grands concurrents pour le Maroc. Notamment sur les bas coûts. Donc le Maroc, il faut le rappeler, n'est pas un pays à bas coût. On n'est pas un low-cost pays. Nous sommes un pays compétitif de par notre proximité, par notre logistique, de par un ensemble de choses, mais nous ne sommes pas un pays low-cost dans nos exportations. Et donc, les futurs partenaires de la grande zone de libre-échange africaine risquent d'être des pays à bas coût. Maintenant, c'est une stratégie d'ensemble. Le Maroc se positionne aussi comme investisseur dans ces pays, parce qu'on a tendance à oublier que les accords de libre-échange sont un véritable levier très important des investissements. Effectivement. Si on n'avait pas les accords de libre-échange avec l'Union européenne ou avec les États-Unis, on n'aurait jamais vu des secteurs nouveaux naître dans notre pays. Que viendrait faire l'automobile chez nous s'il n'y avait pas l'accord de libre-échange ou l'aéronautique? Donc, ça permet de créer de nouvelles activités à forte valeur ajoutée. On a vu la structure de nos exportations qui a évolué. Donc, le positionnement du Maroc aujourd'hui comme un des premiers investisseurs
pour ne pas dire le premier en Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest et le deuxième en Afrique en général, donc notamment en provenance de l'Afrique. Donc, et ce positionnement, justement, va dans cet esprit. C'est-à-dire, on va être présent dans ces marchés, non seulement pour vendre, pour exporter, mais pour produire et pour intégrer les économies de nos pays partenaires dans la chaîne de valeur que nous sommes en train de construire avec l'Europe. Et je pense qu'on est en train de nous orienter vers l'axe naturel de développement dans notre pays et d'un ensemble de pays partenaires, qui est l'axe Europe-Afrique. Donc, cette puissance, comme il y a eu une puissance Amérique du Nord, Amérique du Sud, comme il y a eu une autre puissance au niveau de l'Asie, donc la puissance Afrique-Europe peut justement constituer une véritable zone, à mon avis, euro-africaine de libre-échange, dans laquelle le Maroc peut jouer un rôle très important. Alors, vous avez parlé de ce point de trouver sa place naturelle entre l'Europe et l'Afrique, mais aussi dans l'Afrique. Mais sur le terrain, Hassan Sentissi, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes même à dire que le Maroc a plutôt sa place, que l'offre, en tout cas en valeur ajoutée des exportations marocaines, trouve sa place aujourd'hui en Afrique, ou qu'il persiste des freins? Si oui, quels sont-ils? Non. En fait, voyez-vous, je commencerai par vous dire que nous étions absents lorsque le gouvernement négociait avec l'accord de libre-échange. Personnellement, je ne savais, enfin j'étais au courant, mais par des personnes qu'il était question de la signature d'un accord. Mais du contenu, on ne le sait pas, premièrement. Deuxièmement, l'Afrique qui est l'avenir du Maroc, voyez-vous. Nous ne cessons de voir avec les Européens, le Moyen-Orient, voyez-vous, pour que ce sont des investisseurs potentiels pour travailler au Maroc, pour transformer le Maroc en plateforme pour l'Afrique. Et à ce moment-là, vous allez voir que le Maroc, voyez-vous, se positionnera et travaillera d'une façon normale. Mais il y a un problème, Yannick, c'est la logistique. Il faudra aussi revoir la logistique. C'est très important, voyez-vous, pour exporter un produit vers n'importe quel pays de l'Afrique, c'est la croix et la bannière. Il faut se lever. C'est-à-dire qu'il faut chercher à multiplier des contacts, avoir telle société, telle compagnie pour qu'elle transporte à son tour vers un autre pays. Heureusement qu'il y a la Royal Air Maroc pour le transport aérien, mais ça s'arrête là. Voyez-vous, on ne peut pas exporter des tonnes et des tonnes par la Royal parce que, quelque part, l'Afrique a besoin non pas des petits paquets, mais quand même d'un ensemble de produits qui serviront à leur tour pour eux. Alors c'est pour cela que je dis, il faut, à mon avis, revoir aussi la politique maritime. Par le passé, il y avait pratiquement 70 bateaux qui appartenaient à l'État marocain à travers une société qui a disparu. Écoutez, maintenant, il faudra revoir cette affaire-là et amener les Marocains à avoir une flotte pour ça. Aussi, il y a un problème qui est très important, c'est l'assurance. Voyez-vous, on est assuré pour l'export par des compagnies étrangères. Alors, où est la compétitivité? Comment vous voulez faire ça? Attention, on n'est pas en train de pleurer sur ce qui s'est passé, mais c'est-à-dire, c'est dans l'intérêt du pays d'aller vers l'avant si vous voulez qu'on arrive à atteindre le marché potentiel de l'Afrique à partir du Maroc. Oui, mais quand on parle de l'Afrique, il y a aussi cette question très importante qui est tout simplement les régions. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de difficultés pour commercer avec ces régions, il y a déjà, avant même de parler d'une zone de libre-échange globale, continentale, il y a ce commerce intra-régional qui pose problème aujourd'hui en Afrique, et ce n'est pas propre au Maroc, Abdelatif Massouz. Effectivement, permettez-moi peut-être de préciser un point très rapidement, parce que nous nous adressons à un grand public, et dire qu'un accord de libre-échange, ce n'est pas un échange un peu
dans le désordre. Oui. C'est un accord qui se fait surtout en éliminant une partie ou la totalité des droits de douane et en fixant des règles dans lesquelles on va faire l'échange. Donc tout le reste, il faut que l'opérateur, que ce soit du pays partenaire ou du Maroc, se conforme aux règles du commerce dans le cadre de cet accord. Donc, et que l'accord de libre-échange, il est promoteur d'investissement, il ouvre des marchés, mais on a tendance à oublier aussi une partie prenante dans ces accords de libre-échange, c'est le consommateur. Lorsque vous signez un accord de libre-échange, vous réduisez les prix à l'entrée des produits. Et du coup, vous réduisez les prix en général, vous réduisez l'inflation, vous augmentez le pouvoir d'achat du consommateur. Parce que si on avait continué à payer du 35, des 40% sur certains produits en droits de douane plus la TVA, croyez-moi qu'on ne serait pas en mesure de voir autant de voitures qui circulent, autant de télévisions en noir et blanc, en couleur, un tas de choses donc, qui améliorent le quotidien du Marocain en général. Donc c'est très important quand même de le garder présent à l'esprit. Maintenant, le commerce intra-africain, il reste très très faible. Si ma mémoire est bonne, on est à moins de 10%, du volume des échanges de l'Afrique. Les échanges mondiaux de l'Afrique représentent donc 10% seulement sont entre pays africains. Et lorsque vous voyez un peu à l'intérieur de la région, c'est encore moins. Donc il y a, comme l'a souligné M. Sentissi, la question de la logistique, c'est sûr. Il y a aussi la question que l'on soit très souvent en concurrence entre nous sur un ensemble de marchés ou sur un ensemble de produits. Et le positionnement du Maroc aujourd'hui comme plateforme de production et d'exportation sur le continent africain, le Maroc a pris de l'avance, il est en train de construire, mais croyez-moi qu'on ne sera pas seul. Il y a des grandes puissances économiques qui vont se positionner, et on a déjà au sud en particulier, mais à l'ouest il y en a d'autres, et en Afrique du Nord, il y en a d'autres qui vont bouger dans ce sens. Donc ne croyons pas qu'on va être seul. C'est pour ça qu'il faut qu'on accélère la cadence, qu'on prenne plus d'avance et qu'on se positionne par la rame. On est positionné par les banques, on a un système financier qui est présent, qui facilite énormément de choses à nos entreprises, y compris aux PME et d'autres entreprises. On a aujourd'hui quelques PME qui ont franchi le pas d'aller investir dans les pays d'Afrique subsaharienne, notamment ceux qui ont démarré aux années 2008-2009 avec des activités à l'export, qui ont perçu qu'il y avait une opportunité et qui ont commencé à investir. Donc, le développement des relations commerciales et économiques en général, y compris d'investissement à l'intérieur de l'Afrique, je suis d'accord avec vous, ça va certainement se faire déjà par région. Et malheureusement, l'une des régions qui aurait pu jouer un rôle très important dans ce domaine-là, c'est notre région à nous, l'Afrique du Nord. Parce que là, on travaille sur l'Afrique de l'Ouest. Heureusement, nos exportations ont connu une forte progression dans ce sens-là. Nos échanges en général et nos investissements aussi. Mais en termes d'Afrique du Nord, tant que ce problème de nos frontières avec le voisin de l'Est n'est pas réglé, on est en train de perdre des points de PIB et des points de compétitivité aussi bien sur le continent que sur d'autres continents, malheureusement à cause de ce différend. Je me tourne vers Hassan Sentissi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut prétendre avoir des industries qui soient à même de, au-delà des freins logistiques, à même de répondre aux besoins de ces régions vers lesquelles nous nous tournons intrinsèquement en signant cette adhésion à cette zone de libre-échange africaine ? Oui, absolument. Nous pouvons exporter énormément de produits vers l'Afrique, d'autant plus qu'il va falloir, c'est-à-dire la CEMEX travaille pour transformer, voyez-vous, le Maroc comme un hub pour l'Afrique, amener les investisseurs étrangers, n'est-ce pas, vers le Maroc, transformer, fabriquer, exporter
vers ces pays-là. Bon, nous avons énormément de possibilités. Il y a tout ce qui est alimentaire. Il y a un créneau que nous avons occulté, n'est-ce pas, qui est très important, qui peut nous amener à prendre beaucoup de place en Afrique. C'est le marché halal. Attention, l'Afrique est à moitié musulmane, comprenez. Donc, quelque part, si nous arrivons à produire ici et se faire certifier halal et exporter vers l'Afrique, ce serait un très bon créneau où nous pouvons travailler. D'autant plus que l'Afrique a beaucoup de matières premières que nous pouvons importer d'Afrique, transformer et réexporter vers ces pays-là. Voyez-vous, il y a aussi un autre facteur qui est très important qu'on occulte aussi, c'est la sympathie des pays africains. Jamais, au grand jamais, le Maroc n'a colonisé un pays. Donc, si vous voulez, et puis la politique de Sa Majesté le Roi vers l'Afrique, voyez-vous, est très importante. Elle a ouvert les yeux à tous les Africains et maintenant, un bon nombre d'Africains viennent chez nous pour apprendre. D'ailleurs, il y a pratiquement 20 000 étudiants qui sont chez nous et qui sont nos futurs, et qui seront éventuellement des responsables de très haut niveau dans ces pays. Et je suis certain qu'avec ce que nous faisons avec ces étudiants, je suis certain que le capital sympathique va augmenter d'une façon vertigineuse. Je vais conclure avec Abdelatif Mazouz. Malheureusement, le temps nous rattrape. Un dernier mot, une dernière recommandation, professeur Mazouz. Écoutez, je vais conclure par 3 points très très rapidement. Tout ce que nous venons de dire nécessite de la part de nous tous et des citoyens marocains et de l'entreprise marocaine du patriotisme économique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on dise Morocco first, al-Maghribo awalan. Dans les marchés publics, dans la consommation des ménages, dans la consommation des entreprises. Deuxièmement, nos entreprises, y compris les PME, doivent être encouragées, formées, appuyées pour qu'elles soient plus agressives sur les marchés, aussi bien nationaux qu'à l'export. Et troisième et dernier point, je pense que pour développer notre offre exportable de manière significative, il y a des investissements stratégiques à faire, des investissements productifs, pas d'infrastructures. L'État a énormément investi dans les infrastructures, donc on était dans l'État constructeur. Je pense qu'il est temps que, en partie, l'État devienne aussi l'État entrepreneur en allant investir vers les mécanismes de production et de l'offre exportable marocaine. Et je vous remercie. Je vous remercie pour l'ensemble de vos éclairages, Abdelatif Mazouz, et remercie également Hassan Sentissi, président de l'ASMEX, qui était en direct avec nous depuis le siège de cette association à Casablanca. Monsieur Sentissi, merci encore. Moi aussi, merci. Merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Je remercie également l'ensemble de notre équipe technique, ainsi qu'à Casablanca, mais aussi à Rabat et à Tanger. Et vous donne rendez-vous, bien évidemment, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre rendez-vous avec l'économie et la finance sur Médien TV. Médien TV Afrique, excellente semaine à tous.